De quoi tu parles pour modéliser la demande? De quel modèle de société? Est-ce que dans la modélisation de la demande, une révolution est quand même possible, un effondrement aussi? Et comment tu les suis? Oui, tout à fait. Bon, déjà, modéliser la demande, c'est quand même une étape importante, mais avec une incertitude tout aussi importante, évidemment, puisque ce que j'ai montré, c'est regarder l'évolution de la population et faire une estimation de la quantité de matière utilisée par chaque habitant en fonction de son niveau de vie, en fonction du PIB. Donc ça revient à faire trois estimations, l'évolution du PIB, l'évolution de la population, et puis à admettre que ce qu'on a observé dans le passé est valable pour le futur. Or, les usages ont changé, évidemment. Si on prend le cas des petits métaux, très peu de petits métaux étaient utilisés pour l'utilisation qu'ils ont actuellement il y a 40 ans, il y a 30 ans. Les terres rares étaient principalement utilisés pour faire comme agent de polissage ou dans les pierres à briquet. Et puis on a trouvé d'autres utilisations. Donc ça, évidemment qu'on a du mal à l'anticiper. Mais c'est pas parce qu'on a du mal à l'anticiper qu'il ne faut pas le faire. Il faut essayer de le faire. Et ça donne déjà des grands ordres de grandeur. Moi, je n'ai pas parlé des petits métaux dans mon exposé volontairement. Parce qu'on a très peu de recul par rapport à ça. Il y a des choses qu'on peut faire pour les grands métaux, l'acier, l'aluminium, le cuivre. Le cuivre, encore, on peut en discuter, parce que si on va vers un monde électrique, c'est ce que j'essaie de montrer à la fin, on a des besoins supplémentaires. Les petits métaux, on ne peut pas faire ça. On n'a pas d'idée de... Enfin, c'est très difficile d'anticiper les révolutions technologiques, les futurs usages. On connaît très mal les réserves, on connaît très mal les ressources. Effectivement, actuellement, on utilise par exemple des terres rares qui viennent de Chine à 95%, parce qu'elles sont facilement exploitables, parce qu'ils ont des gisements de terres rares lourdes, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de terres rares ailleurs. Et si le besoin s'en fait sentir, on trouvera probablement ailleurs. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, oui, estimer la demande, je pense que c'est vital, c'est important. Il y a des incertitudes énormes, et ces incertitudes sont plus importantes pour les petits métaux que pour les grands métaux. Voilà. Et alors justement, c'est la transition énergétique passe par des éoliennes, des panneaux photovoltaïques qui utilisent ces petits métaux. Oui, alors il y a deux problèmes avec les énergies renouvelables. Le premier problème, on le sait tous, c'est leur caractère intermittent. Quand il n'y a pas de soleil, les panneaux photovoltaïques ne fonctionnent pas. Quand il n'y a pas de vent, les éoliennes ne fonctionnent pas. Le deuxième problème, c'est les hydrocarbures sont des stocks d'énergie de très haute qualité. Les énergies renouvelables sont des flux d'énergie, et ce n'est pas des stocks, c'est du rayonnement solaire par exemple, c'est du vent, donc c'est des flux d'énergie très dilués. Donc si on veut capturer ces flux d'énergie dilués et les transformer par exemple en électricité, il faut des grosses infrastructures. Les éoliennes de dernière génération, les éoliennes de 6 MW offshore, ça fait 170 mètres de haut, et ça contient 1500 tonnes d'acier. Ça veut dire que si on ramène ça au mégawatt produit, on a 250 tonnes d'acier par mégawatt produit dans une éolienne, alors que dans une centrale thermique classique, au gaz, on est plutôt à 40. Donc on a plus, l'intensité matière dans ces infrastructures de capture d'énergie renouvelable est plus importante que dans les infrastructures traditionnelles. Donc clairement, on a un surplus. Puis après, on a d'autres besoins, évidemment. Si on met des éoliennes offshore, il faut les connecter, il faut des sous-stations, donc il y a tout l'accastillage autour pour arriver jusqu'au nœud du réseau, et ça, il faut comptabiliser aussi. Une éolienne classique, c'est, on va dire, 3 tonnes de cuivre par mégawatt, mais si on additionne tout ce qu'il y a autour, dont les câbles sous-marins, etc., on arrive jusqu'à 10 tonnes par mégawatt. Et alors, pour soutenir cette transition de système d'approvisionnement d'énergie, au début, on va utiliser du pétrole pour le mettre en place. Est-ce que dans tes modèles, tu as pu observer, en mesurant les quantités d'énergie disponibles et l'évolution de cette énergie à fournir, des points éventuels de décrochement où on va manquer d'énergie, ou un objectif à atteindre avant une certaine date limite pour garantir cet accès à l'énergie et du coup aussi aux ressources? Ouais.
Alors, il y a plusieurs manières de répondre à cette question-là. La première manière, c'est de regarder quel est le poids énergétique des matières premières dans n'importe quel bien de consommation. Un ordinateur, par exemple, une voiture, n'importe quoi. En général, c'est de l'ordre de 15-20%. D'accord ? Ça veut dire que si tu prends toute l'énergie qu'il a fallu pour fabriquer une voiture, tu as un chiffre. L'énergie qu'il a fallu pour fabriquer juste les matières premières représente 20% de ce chiffre. D'accord ? 20%. Donc c'est pas énorme. C'est pas négligeable, mais c'est pas énorme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans la majorité des scénarios, pas tous, mais dans beaucoup de scénarios qui ont été publiés au niveau mondial, actuellement, on voit quand même soit une décroissance de l'énergie consommée, soit un plafonnement. D'accord ? Donc, il n'y a pas de décrochement au sens où, si tu as une diminution de l'énergie consommée, qui s'explique soit par une amélioration de l'efficacité énergétique, ça c'est important, un stock constant, donc, notamment dans les pays développés, on voit des diminutions de la quantité d'énergie utilisée. Et ça, c'est vraiment, ça relève de l'amélioration technologique. Les voitures, par exemple, consomment moins, et ce genre de choses. Je ne sais plus ce que je voulais dire, j'ai complètement fait le fil. Donc oui, ce qu'on voit, c'est une diminution de la quantité d'énergie utilisée. Or, l'infrastructure de production d'énergie, elle a été dimensionnée pour la situation actuelle. Donc si on diminue au cours du temps, on n'a pas de décrochage. Sauf si on dit qu'il y a une pénurie d'hydrocarbures, par exemple, ou des choses comme ça. Bon, je vais vraiment faire l'avocat du diable, hein, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont inventé un processus qui leur permettait de faire des hydrocarbures à partir du charbon. Si jamais on a besoin d'hydrocarbures liquides demain, on n'aura plus de problème de réserve avec le charbon. Il n'y a pas de charbon. Voilà. Donc, il y a plein de méthodes. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais à mon avis, ça n'est pas un problème de réserve. C'est un problème d'impact. Oui, on peut toujours produire des hydrocarbures même à partir de biomasse, s'il le faut, sauf que la densité énergétique augmente. Ouais, enfin, il y a plus de charbon que de biomasse quand même. Et puis si on veut produire autant d'hydrocarbures qu'on en consomme à partir de la biomasse actuellement, on ne va plus beaucoup manger. Oui, je sais, c'est sûr. Et il y a une question du public sur la modélisation aussi, notamment des impacts sociaux et environnementaux. Comment est-ce que tu modélises les impacts sociaux? Alors, dans les modèles dynamiques, donc les modèles dynamiques, hein, c'est des équations différentielles, dont je ne vais pas vous en parler là, mais qu'on résout au cours du temps. La dimension impact environnemental peut être prise en compte si on sait pour une quantité d'énergie utilisée calculer l'impact. Après, c'est un facteur multiplicatif. Par contre, tous les aspects sociaux ne sont pas du tout pris en compte. Et pour une raison simple, c'est que nos collègues chercheurs sociologues ont du mal à avoir une échelle entre 1 et 10, par exemple, d'impact. Et donc, nous, pour rentrer dans des modèles, il faut des chiffres et il faut des échelles. Donc, et une autre raison, c'est que le comportement individuel n'est pas le comportement du groupe, etc. Donc je comprends bien cette difficulté à trouver les échelles, mais voilà, c'est ce qui nous manque. Le jour où on aura un lien entre l'utilisation de poudre à perlimpinpin et un impact, on peut le mettre directement dans les modèles. Il n'y a pas les conséquences éventuelles, hein, jusqu'aux conséquences politiques, mais ça, c'est les sociologues qui doivent nous aider à mettre ça en équation. Je vais juste mettre une petite pierre dans le jardin des économistes qui ont créé beaucoup d'équations, de belles équations pour modéliser le comportement des consommateurs. Or, on s'aperçoit, et des chercheurs récemment ont montré qu'effectivement, un certain nombre d'équations simples qui sont enseignées même encore en école, en faculté d'économie, ne correspondent pas du tout à la réalité de la vie. Donc c'est très très compliqué. Le comportement humain est extrêmement compliqué à modéliser. Et même les politiques aujourd'hui ont du mal à comprendre comment ça fonctionne. On le voit tous les jours. Donc une question du public qui a trait avec les impacts environnementaux et sociaux dont on vient de parler. Il posait la question de savoir, lorsque tu as montré tout à l'heure la stabilité du prix des matières premières sur le long terme, dans quelle mesure la délocalisation vers des pays
qui justement ont des règles sociales environnementales qui sont plus laxistes, on va dire, peuvent expliquer en partie ou pas la stabilité des prix. Bah oui, c'est évident, j'en ai pas parlé, c'est une grosse erreur. Évidemment, le fait de délocaliser dans des pays, non seulement où la main-d'œuvre est moins meilleur marché, mais aussi où les contraintes environnementales sont moins pressantes parce que les régulations sont moins présentes. Évidemment, tout ça, ça contribue à diminuer le prix des matières premières. C'est une évidence publique. J'ai insisté plutôt sur l'aspect technologique, mais ça aussi, c'est très important. C'est évident. L'exemple de Mountain Pass que je vous ai montré, où finalement ils ont abandonné aux États-Unis la production de terres rares pour des raisons environnementales et pour des raisons de coût. Ça coûtait beaucoup moins cher de les produire en Chine. C'est-à-dire que géopolitiquement, on est quand même à la merci, si on se lance dans un grand projet de transition, de conflit en fait. Soit on arrive à s'organiser mondialement, soit est-ce qu'un pays peut le faire seul? Est-ce qu'un pays comme la Chine, par exemple, a les moyens de le faire seul? Non, mais jusqu'à présent, il y a eu toujours il n'y a pas eu de rupture d'approvisionnement, ça n'a pas existé. Bon, la crise des terres rares en 2010, c'était, je veux dire, ça a été un épiphénomène. C'est juste un bateau japonais qui a résonné un bateau chinois. Enfin, bref. Mais quand même, on a vu une petite pression. Il y a une petite pression évidente. Ça a été réglé au niveau de l'OMC. Enfin, c'est passé par l'OMC et les quotas ont été réglés par l'OMC. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une organisation qui est en place. Cela dit, comme le disait Benoît, la Chine, c'est le producteur mondial de matières premières, et pas seulement au sein de son territoire. La Chine a pris des parts de marché dans quasiment toutes les exploitations minières au monde, notamment en Afrique, on en a beaucoup parlé, mais ça s'étend partout. Donc, il faut que... Mais il n'y a pas de raison que la Chine ne joue pas le jeu dans le futur d'approvisionnement. Et s'il y a des demandes, et notamment pour la transition énergétique, il n'y a pas de raison que la Chine impose des quotas. Enfin, je veux dire, le monde n'a pas fonctionné comme ça, ou alors de manière très locale. C'est l'économie qui fera ça? Oui, bah oui, probablement. Oui. Enfin, c'est ma vision, maintenant, je ne sais pas si elle est partagée ou pas, mais oui, ma vision naïve, c'est celle-ci. C'est un aspect de coopération, comme il existe actuellement pour le pétrole, par exemple. Le pays de l'OPEP peut décider de fermer un peu le robinet, de rouvrir, enfin, il n'y a pas eu de rupture. Oui, mais il faut quand même retenir que la dette, enfin, le déficit du commerce extérieur français, c'est à peu près la quantité de pétrole qu'on achète bon, les métaux, on ne les voit pas, mais cette totale dépendance à la fois sur les métaux, à la fois sur le pétrole, ça a un impact économique dans le système économique actuel qui n'est pas neutre. Et le fait qu'on ait un déficit économique, un déficit de la balance commerciale, c'est lié à nos importations d'énergie. Et j'ai une question. Tu semblais dire, Olivier, tout à l'heure, que si on tenait jusque 2050, 2060, on pourrait passer un cap difficile. Et si on espérait, ou si on avait envie de faire mieux, ou voilà, plus confortablement, la priorité, elle va être où? Après, on n'a pas un gouvernement mondial qui décide pour tout le monde. Donc, et c'est difficile de faire de l'ingérence dans les différents pays. Donc, si un pays comme la Chine voit un développement faramineux, on ne peut que subir ça. Subir, que laisser faire. Donc, voilà. Après, si tu veux identifier un endroit où il faut vraiment appuyer pour améliorer les choses, encore faut-il qu'on ait les moyens de le faire, même si on l'identifie. Si on dit demain à l'Inde, très bien, vous êtes en plein développement et vous allez rejoindre la Chine, mais on essaie d'y aller mollo pour préserver nos réserves, pour préserver notre environnement, on va rigoler, quoi. Donc voilà, donc je ne sais pas, un pays riche, un pays développé comme le nôtre peut lui mettre des priorités et dire on va diminuer la consommation des voitures, on va faire des efforts, etc. Mais c'est une vision qui est très partielle. C'est pas du tout la même vision qu'on peut avoir quand on habite en Inde.
Et la volonté de développement de l'Inde, elle est légitime. La volonté d'accéder aux soins, d'accéder à l'éducation, d'accéder à avoir une machine à laver chez soi. Oui, alors, après, il y a deux choses dans le développement de la Chine. Il y a aussi tout ce qu'on lui commande. Une grande partie de l'énergie qu'elle utilise pour non bien matériel. Oui. Et donc je pense qu'on, même en étant un autre pays que la Chine ou que l'Inde, on doit pouvoir moduler un petit peu son impact. Je pense qu'assez fondamentalement, le problème, c'est qu'on a eu, nous, pays européens, et on a emmené tout le monde là-dedans, on a eu un discours de la croissance permettra de mieux vivre, permettra de créer des emplois, qui semble un peu difficile, permettra de créer des emplois, permettra que nos enfants vivront mieux que les générations, on aura de bien-être matériel. Aujourd'hui, pour ce qui est des pays occidentaux, on arrive à un palier, on s'aperçoit que ce discours ne correspond plus à rien, puisqu'effectivement, le sentiment profond, c'est que on n'arrivera pas indéfiniment à avoir une croissance matérielle. Et le grand enjeu des pays comme les nôtres, c'est d'arriver à reconstruire un autre discours de la transition. Alors transition qui peut être à la fois technologique, mais dans la manière dont on fonctionne. Je rappelle que le scénario négawatt, qui est un des scénarios énergétiques, c'est quand même moitié moins de consommation énergétique à 2050. Moitié moins de consommation énergétique, une efficacité énergétique meilleure et des énergies renouvelables. Parce qu'il ne faut pas se dire, on a de l'énergie, on la consomme actuellement comme ça, on fera exactement la même chose avec des énergies renouvelables. Si on ne fait pas à la fois de l'efficacité énergétique et de la sobriété, on n'y arrivera pas. Je crois qu'il faut qu'on arrive à recréer un autre discours. On a beaucoup de mal aujourd'hui à avoir un autre discours, et on est un peu englué dans un discours de croissance qui ne marche plus, qui ne fonctionne plus. Et je pense que ce serait super si les pays européens arrivaient à créer cet autre discours et à emmener d'autres pays dans ce modèle-là. Puisqu'en fait, les Chinois, les Africains, aujourd'hui, ils regardent la télévision, ils regardent les Américains, ils regardent les Européens faire vivre, et ils ont dit, tiens, moi je veux la même chose. On dit assez régulièrement que les Chinois faisaient beaucoup de vélos et maintenant ils ont beaucoup de voitures. Et pourquoi aujourd'hui, maintenant, on voit l'Europe en train de s'inverser la situation, à essayer de rebasculer au vélo? Est-ce qu'il n'y a pas à réfléchir un modèle, un mode de vie différent qui consomme un tout petit peu moins d'énergie et un peu moins de matière, et qui montre l'exemple? Est-ce que vous avez des propositions d'autres discours? Déjà, il faut discuter avec nos amis économistes, je pense que c'est important, et qui nous expliquent comment on peut avoir un modèle viable dans un système sans croissance. Et ça, il y a peu d'économistes qui peuvent répondre à cette question. On a un modèle qui est basé sur la croissance parce qu'il est basé sur la dette, il faut rembourser la dette. Et donc, comment arriver dans un système, je ne parle même pas de décroissance, je parle dans un système stable, où tout le monde sera épanoui. Les économistes ont du mal à répondre à cette question-là. Donc, déjà, si on n'a pas un modèle comme ça, ou si on n'envisage pas la possibilité de le faire de manière théorique, ça va être difficile de le faire de manière pratique. Quand on allume sa radio le matin et qu'on entend c'est une catastrophe, on n'a que 0,5 point de croissance alors qu'on espérait 1 point, je veux dire, c'est ridicule comme qu'au XXIe siècle, on soit encore réduit à ça, quoi. Un arbre, il s'arrête de croître il y a un moment donné, parce que sinon, il se casse la figure, quoi. Il y a eu un travail extrêmement intéressant qui a été publié, qui s'appelait Prospérité sans croissance, un groupe de travail en Angleterre. Prospérité sans croissance, c'était une réflexion justement d'économistes sur existe-t-il des modèles, et ce que j'en ai compris, je ne suis pas économiste, mais après avoir lu le livre de Tim Jackson, c'est que oui, on peut imaginer des modèles, il faut avoir un peu d'imagination, mais on peut imaginer des modèles d'économie qui peuvent fonctionner pas forcément avec une croissance en permanence. En parlant d'arrêt de la croissance et décroissance, on a donc dans la salle des gens du mouvement Deep Green Resistance qui pensent que finalement les prospectives que vous avez montrées, c'est finalement repousser les problèmes à plus tard.
et qui donc pense que, justement, puisqu'on parle d'arrêt de la croissance, il faut démanteler les systèmes industriels dès maintenant. Donc on a pas mal de mouvements politiques radicaux qui émergent par rapport à ces questions-là. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Moi, mon point de vue personnel, c'est qu'il faut trouver effectivement, c'est ce qu'on a dit tous les deux, hein, une autre manière de vivre que maintenant, que la croissance, ça n'a pas de sens, enfin, en tous les cas, le terme éternel. Cela dit, il faut essayer de faire ça en transition. Moi, je ne crois pas à la rupture violente. On a déjà vécu ça dans le passé, hein. Ça peut être dû à des guerres, ça peut être dû à n'importe quoi, ou une action brutale pour reconstruire autre chose. Personnellement, je pense que c'est beaucoup d'énergie perdue pour pas grand-chose, que tout casser pour reconstruire. Après, donc, je suis plus pour la continuité. Après, il ne faut pas penser que notre vision du monde, c'est la bonne vision. C'est-à-dire, on habite dans un pays qui est libre, qui a un niveau de richesse qui est élevé, où on peut aller encore se faire soigner, on a de l'éducation pour nos enfants, etc. On n'a pas de problème de pauvreté, bien sûr qu'il y en a, mais enfin il est moins quand même pressant que dans certains pays. Dans ces autres pays qui sont beaucoup plus pauvres, l'objectif c'est pas du tout le même. Eux, ils sont pas dans un objectif de décroissance, ils sont dans un objectif de croissance absolue pour rejoindre des standards de vie qui sont à peu près acceptables. Allez vous balader à Calcutta, vous allez comprendre, hein, c'est pas du tout la même bière que chez nous, quoi. Donc penser la décroissance comme ça, sans dire où, comment et pourquoi, je pense que c'est un peu déstabilisant. Voilà. Et qu'il faut essayer de raisonner au niveau macroscopique, au niveau mondial, et voilà, d'essayer d'amener tout le monde à un niveau à peu près raisonnable. Dans les 50 prochaines années, ça ne me semble pas complètement farfelu. Ça veut dire que les pays développés doivent faire un effort pour eux diminuer un peu la prétention, et les pays qui sont très très bas doivent monter. Voilà. C'est quel ordre de grandeur pour cet effort-là? Tout dépend de la population. En fait, le gros problème, c'est l'augmentation de la population. Si on a 11 milliards et qu'on veut amener 11 milliards de personnes à un niveau de vie qui est presque le nôtre, on va dire un peu inférieur, c'est monstrueux comme effort. C'est monstrueux. Ça, c'est effectivement la question démographique. La question démographique, et on n'en parle pas très souvent, c'est effectivement extrêmement important. C'est où est-ce qu'on va atterrir? On a un peu plus de 7 milliards. Est-ce qu'on va atterrir à 11? Est-ce qu'on va rester à 9? Est-ce qu'il va y avoir des mouvements et ça, c'est assez difficile à prédire. Alors, la révolution de grand soir, où on change tout et on revient, effectivement, moi, j'y crois trop, mais vous l'avez compris peut-être à travers mon exposé, à travers des exemples, on voit émerger, on voit, c'est ce que dit bien Edgar Morin, on voit un certain nombre de mouvements, on voit des choses qui sont en train d'émerger. La question, c'est comment on arrive à canaliser un peu tous ces mouvements et en faire que ça fasse vraiment un changement de modèle, un changement de récit, une manière de voir les choses différemment. Parce qu'on a beau dire on a un pays dans lequel on vit bien. Alors, j'ai écouté ce matin les informations et j'entends quand même que 9 millions de franciliens sont à un niveau de bruit qui est de 70 à 75 décibels assez régulièrement, et donc on a quand même créé un système dans lequel on vit certes bien matériellement, on a tous un frigo, hein, mais on ne vit pas forcément aussi bien qu'on pourrait si on avait imaginé une ville sans bruit, une ville avec des vélos, une ville avec des choses comme ça. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être faites, de petites choses et de petits mouvements qui peuvent être faits pour faire bouger les choses. Et honnêtement, aujourd'hui, ça ne bouge pas tout à fait aussi vite qu'il faudrait. Est-ce qu'il y a des données ou des modèles qui donnent le niveau minimum de ressources à avoir ou d'énergie à avoir pour vivre bien, vivre en bonne santé 60 ans, 70 ans? Parce qu'entre avoir un vélo et 3 voitures, une énorme maison et juste un petit studio, il y a des ordres de grandeur en fait. Et voilà,
même si on est 7 milliards ou 11 milliards, on est max sur un x2. Et entre un vélo et 3 voitures, on est sur un x10. Oui, mais tous ces effets ne sont pas linéaires. Quand on double la population, quand on passe de 1 à 2, ça n'a pas du tout le même impact que quand on passe de 2 à 4 ou de 4 à 8. Et c'est pas du tout linéaire. Oui, je sais. Donc c'est ça les difficultés. Puis à un moment donné, tout se passe bien, et puis à partir quand on atteint un seuil critique, là, les effets deviennent majeurs. Après, oui, on peut faire des modèles, bien sûr. On peut dire, on peut décréter que la surface par individu habitable sera de 20 mètres carrés. On peut même en faire une loi. Pourquoi pas? En tous les cas, on peut le modéliser, et après, on en fait quoi? Après, il y aura toujours des gens qui vont vouloir vivre dans 200 mètres carrés, et puis d'autres qui ne pourront pas faire autrement que de vivre dans 20. Alors, soit on essaye de réguler ça. J'ai l'impression que les questions que tu poses, c'est est-ce qu'il faut imposer de la régulation pour finalement minimiser l'entropie? C'est-à-dire, on met des contraintes pour minimiser l'entropie. Ok, c'est le principe normal. On va vers l'ordre et on met de plus en plus de contraintes et on minimise l'entropie. D'accord. Ça ne se fait pas de manière naturelle, ça se fait de manière exogène. On met des contraintes sur le système. Bien sûr, on peut le faire. Enfin, on peut le faire, j'en sais rien, mais on peut imaginer un monde comme ça. Est-ce que c'est le monde dans lequel on veut vivre? Ça, c'est une autre question. Non, on est quand même dans un monde contraint. De plus en plus, et qu'il sera de plus en plus, puisqu'on est de plus en plus nombreux. Oui. Et alors, je vais essayer de faire le tour des autres thématiques, et notamment sur la question de la relocalisation. Alors, il y a de plus en plus enfin, il y a quelques personnes qui proposent éventuellement de réouvrir les mines dans nos territoires. Alors, lorsque c'est possible, il semble que. Alors, ce que tu avais montré, Olivier, c'est qu'en France, il n'y a pas énormément de potentiel. Benoît, pardon, c'est ce que tu avais dit. Et pourtant, Olivier, ce que tu disais, toi, c'est que si on va chercher des teneurs de plus en plus faibles, le potentiel augmente. Donc, il y aurait. Le potentiel du territoire, mais c'est vrai partout en Europe, mais le potentiel du territoire français, il est connu à quelques centaines de mètres de profondeur, on va dire au-dessus d'1 kilomètre. On peut envisager des mines à 3 km. Et là, le potentiel pourrait être différent. Il y a encore de la prospection à faire. Bon, moi, je ne crois pas qu'il n'y a pas de potentiel sur notre territoire. Il n'y a pas de potentiel actuellement comparé au potentiel qui existe ailleurs, notamment très loin, de gisements de haute qualité. Quand ces gisements de haute qualité, qui sont très loin, seront bien entamés, à ce moment-là, on réalisera peut-être qu'en Europe, et même en France, il y a aussi du potentiel. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est on va le faire où? Personne ne veut rouvrir des mines. L'opposition sociale. Il y a une tentative d'ouvrir une mine d'or dans le Pays Basque. Ils vont oublier, hein. Ils vont vite oublier parce que c'est monté. Voilà, non, c'est compliqué. On voit bien qu'on a une interdiction d'exploiter du pétrole. Or, le pétrole, globalement, c'est quand même moins polluant d'exploiter du pétrole que d'exploiter des mines de métaux. C'est nettement moins polluant puisqu'on va, généralement, on va faire un trou, un puits, et puis on va aller chercher très loin. Les métaux, il faut les extraire, il faut faire des cailloux. Non. Ça va être extrêmement difficile, dans le contexte actuel, de redémarrer les mines, surtout qu'en plus, elles ne sont pas riches, et donc elles vont demander énormément de manipulation de métaux et de stériles et vraiment dégrader des paysages et des... Et il n'est pas possible d'envisager une mine propre, éco-responsable Alors il y a des technologies qui sont développées, notamment par les Finlandais, où ils ont beaucoup travaillé là-dessus, sur le green mining, où effectivement ça devient des mines souterraines, invisibles, avec une production qui va assez loin souterraine. On garde les poubelles, on ne les sort pas, mais on les laisse en profondeur, parce que ça fait partie, etc. Donc il y a des technologies qui se développent, mais elles sont très coûteuses. Par rapport à une mine à ciel ouvert, c'est pas du tout le même coût. Donc on sait faire, oui, probablement qu'on sait faire avec un impact minime. Je dis pas nul, mais bien plus faible que les mines à ciel ouvert. Mais bon, les coûts sont tellement plus élevés que...
Alors, les nodules polymétalliques. On peut explorer les fonds marins aussi. Oui. Aller racler les fonds marins à 3 ou 4 000 mètres de profondeur et contribuer à déstabiliser encore plus les milieux aquatiques. Moi, j'y crois pas trop, mais... Actuellement, effectivement, il y a des ressources marines, et notamment dans les zones d'exclusion économique. La France est la deuxième ZEE du monde, autant que je me rappelle. C'est énorme parce qu'on a plein de petites îles éparses. Donc là, il y a un potentiel qui est très important. Mais c'est pareil, hormis les impacts environnementaux qui seront sûrement, alors là, catastrophiques, mais je ne suis pas spécialiste, en tous les cas, les coûts de production sont encore très élevés. Donc je ne crois pas qu'il y ait une réelle volonté d'aller vers des ressources marines tant que les ressources terrestres seront complètement... ne seront pas complètement épuisés. Il y a d'autres ressources, les astéroïdes, enfin il y a plein de choses auxquelles on peut penser. Pourquoi pas, mais c'est un problème de coût pour le moment. En parlant de coût, donc tu disais tout à l'heure que la mine éventuellement entre guillemets propre coûterait très cher. Est-ce que tu aurais un ordre de grandeur justement de l'augmentation du coût? Parce que finalement tu disais que dans le coût d'un produit, on a 15 à 20% du coût qui provient de la matière première. Si la mine est co-responsable, elle augmentait d'un facteur 2, par exemple, ou 3, ça pourrait rester acceptable. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est vraiment un coût beaucoup plus élevé? C'est la première question. Et puis la deuxième, vu qu'on parlait de relocalisation, on a ici donc en Ariège le projet d'ouverture d'une mine de tungstène. On a des gens dans la salle qui sont opposés à l'ouverture de cette mine. Et du coup, ils se posaient la question de à quoi donc peut bien servir le tungstène, notamment dans le contexte de la transition écologique. Si même on trouve la réponse à cette question, ils sont intéressés par la réponse. Le tungstène, c'est facile, c'est toute la mécanique. Le tungstène, c'est un outil, c'est un métal qu'on utilise pour durcir les aciers, pour faire des outils de coupe, dans toutes les mécaniques, décolletage, usinage et autres. Donc effectivement, aujourd'hui, le tungstène, c'est énormément les Chinois, mais toute l'industrie mécanique utilise des carbures de tungstène, des aciers au tungstène pour faire de la... Comment ? Et les éoliennes. Alors après, il y a peut-être des éoliennes. Moi, je connais surtout la mécanique parce que c'est... Oui, en alliage. Ah oui, des alliages de tungstène pour... Donc c'est un métal qui durcit l'acier, qui permet d'avoir des carbures extrêmement durs. Après, pour les coûts, une mine profonde ou une mine, j'ai pas de chiffres comme ça très clairs en tête. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'un minier, avant d'ouvrir une mine, il fait une estimation des gisements, des capacités, etc. Et il a besoin de faire un investissement qui est extrêmement lourd. C'est très capitalistique, la mine. C'est d'autant plus vrai quand c'est une mine souterraine. Or, et cet investissement, il est fait pour, on va dire, une vingtaine d'années. Donc il y a une prise de risque qui est énorme en fonction du prix du métal qui va être extrait. Et si on a une volatilité qui est énorme, dont parlait Benoît, et qui est réelle, avec un effet de levier de la spéculation, le minier va être un petit peu prudent, et un petit peu reluctant à développer une technologie qui est extrêmement chère, coûteuse, s'il n'est pas sûr d'avoir un retour sur investissement rapide. Donc c'est pas seulement le différentiel de prix, mais c'est aussi l'investissement nécessaire au départ qui est monstrueux. J'ai une question sur les outils de l'information et de la communication qui apportent une grande partie de nos outils et de recherche, et d'ingénierie, et d'organisation de notre société. Et dans le cadre d'une éventuelle transition d'envergure mondiale, est-ce un avantage ou peut-être un talon d'Achille aussi, étant donné leur forte dépendance en ressources, en matériaux, en métaux rares? Tu veux répondre?
Ce qui est sûr, c'est que toute la croissance qu'on peut observer, qu'on a observé ces 20-30 dernières années, n'aurait probablement pas pu être possible si on n'avait pas eu ce développement des techniques d'information, de la communication, etc. Dans le domaine minier, c'est quelque chose qui visiblement est très important aussi, où il y a beaucoup d'espoirs qui sont mis sur des technologies remote, téléguidées, à distance, etc., avec plein de capteurs. Donc il y a tout un pan là, qui se développe et qui vise à diminuer les coûts de production, encore une fois, et de faire des choses qu'on ne savait pas faire avant. Donc ça semble être plutôt prometteur. Bon, après, est-ce que les promesses seront vraiment réalisées? Moi, je suis pas sûr, parce qu'on rajoute de la complexité dans le système, énormément de complexité, et complexité, c'est toujours une source de problème sur le long terme. C'est la loi de Murphy, donc tu fais des choses que tu ne pouvais pas faire avant, mais le risque de rupture est énorme, et d'arrêt de la mine et compagnie pour des problèmes technologiques bêtes. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Après, il est très clair aussi, c'est que ce développement des technologies de l'information et des communications contribue à cette pression sur les métaux. Elle contribue de manière importante à la pression sur les métaux, puisqu'effectivement, les métaux rares, pour ne pas dire les terres rares, parce qu'il faut faire... Les terres rares, finalement, ne sont pas si rares que ça, mais les métaux rares sont des métaux qui servent essentiellement aux technologies d'information et de la communication et aux nouvelles technologies d'énergie. Donc, le fait de développer fortement ces technologies d'information et de la communication va mettre de la pression clairement sur les ressources en métal. Et qui sont pas recyclées. Oui, en plus, donc difficilement, en tout cas pas pour l'instant. Ouais, pas pour l'instant. Mais aussi à cause c'est aussi des problèmes de coût. C'est plus intéressant de faire des fabrications primaires que de recycler. Oui, et à partir de quel moment d'ailleurs c'est très variable. Si on regarde l'acier, typiquement l'acier il y a quelques années, l'acier primaire chinois fait un grand renfort de charbon était moins cher que l'acier recyclé européen dans des fours électriques. C'était quasiment le même prix. Et quand vous avez vu les courbes que je vous ai montrées, quand ça varie du simple au triple dans l'espace de 2 ans, est-ce que c'est facile? L'exemple de La Rochelle, de l'usine de La Rochelle de Rhodia est extrêmement, j'aurais dû mettre Solvay, puisque maintenant c'est Solvay, est extrêmement intéressant. Ils ont démarré un recyclage parce qu'il y avait des coûts de matière qui étaient à un certain niveau. Il a suffi que l'Arabie Saoudite décide que pour embêter les Américains, ils fassent tomber le prix du pétrole pour casser la dynamique des pétroles de schiste, parce que c'est quand même ça, c'est ça qui se passe. C'est ça qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, avec le système qui s'est créé, ou la dépendance que l'on a, il suffit qu'il y en ait deux qui jouent, l'Arabie Saoudite contre les États-Unis, et tout d'un coup, tout le système économique et tout français est impacté. Alors on n'en a pas parlé, vous en aviez mis, moi je crois très fortement, c'est qu'il va falloir quand même organiser la résilience de nos pays, de nos territoires, face à des chocs qui sont liés, alors qui peuvent être dans un sens comme dans l'autre, hein. Le prix du pétrole qui se baladait aux alentours de 100 ou 120, hop, tout d'un coup il est redescendu à 30, et puis là il est remonté, je ne peux pas regarder les derniers jours, mais il doit être à 80 ou quelque chose comme ça, non, il est redescendu un petit peu. Donc ces variations extrêmes, ou les variations extrêmes des métaux, ils sont liés à la mondialisation, qui a des avantages. On ne se fait plus tous la guerre, on ne se fait plus la guerre mondiale, ce qui est déjà pas mal, mais on est extrêmement dépendant, et une activité économique qui marchait à La Rochelle, hop, s'est arrêtée. Elle va peut-être redémarrer dans 3 ans, mais elle s'est arrêtée parce que le prix du pétrole a fait descendre tout le prix des matières premières. Et comment est-ce qu'on favorise la résilience? Comment est-ce qu'on change la façon de concevoir les objets pour les réutiliser, etc. Est-ce que les chercheurs ont un rôle important à jouer là? Ou est-ce qu'il manque de la recherche? C'est pas de la recherche sur le problème, c'est pas un problème de recherche, le problème c'est de mise en musique économique. Je veux dire, si on parle d'obsolescence, si notre frigo il tombe en panne au bout de 5 ans et un jour, il y a une raison. Si on ne peut pas démonter un frigo au risque de casser les pièces parce que tout est serti, voilà. C'est pas le chercheur qui a inventé ça.
C'est l'industriel qui se débrouille pour continuer à vendre des frigos. Donc ça, c'est une partie d'obsolescence. On sait faire des voitures qui roulent 500 000 km, pas de problème. Moi, j'ai une bagnole qui a 280 000 km. Et elle roule encore. 390. Ben, bravo, champion, t'es encore meilleur. Mais je veux dire, donc on saurait faire ça. Mais ça va un peu contre le concept de renouvellement des parcs et bidule et machin. Voilà. Et le problème, il est là. On montre volontiers l'ampoule qui est toujours en Californie, qui brûle depuis 1908 ou 1910, je ne sais plus. Elle s'est arrêtée Pipo. En plus, c'est Pipo. Où est-ce qu'on agit en premier là, pour changer ça, pour changer cette mentalité? Eh ben moi, est-ce que c'est que l'économie? Non, c'est pas que l'économie, bien sûr, on est tous dans le même bateau, et le comportement citoyen est important. On peut prendre un exemple. Si on disait demain à tout le monde en France, acceptez pendant 3 jours de ne pas avoir d'électricité chez vous. Donc on peut choisir quel jour c'est, ça peut être tiré au sort, etc. On dit 3 jours dans l'année. C'est quand même pas énorme, ça fait 1%. Et ben, je pense qu'on réglerait beaucoup de problèmes de stockage d'électricité actuellement et de dimensionnement du parc de production d'électricité pour assurer les pics de production, alors que dans beaucoup de cas, on n'a pas besoin d'être au pic, mais on n'y est pas non plus. Donc si on avait des choses comme ça, mais posez la question, est-ce que vous accepteriez pendant 3-4 jours par an de ne pas avoir d'électricité chez vous? Vous allez réfléchir. Surtout si vous avez des petits gamins, vous avez des personnes âgées, ou machin. On va tout de suite paniquer. Moi j'habite à la montagne, ça nous arrive souvent de ne pas avoir ça nous est arrivé de ne pas avoir d'électricité, aux coupures. Les gamins, quand ils sont petits, la première heure, ils trouvent ça super. La deuxième heure, on met des bougies de partout, c'est Noël, c'est formidable. Au bout de 5 heures, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Donc voilà, apprendre peut-être à envisager une modification de notre comportement qui n'est pas seulement moins de poubelles, c'est très bien. Je me brosse, dans mon robinet quand je me brosse les dents et tout ça, c'est très bien aussi. Mais aller plus loin que ça et envisager même des ruptures. C'est-à-dire pendant quelques jours, on n'a plus d'électricité, plus de chauffage, plus de machin. Voilà. Réfléchir à ça, c'est pas à la marge. C'est-à-dire c'est à la marge pour l'individu, par contre au niveau global, ça peut devenir majeur. Ouais, comment peut-on vivre sans voiture ou en partageant des voitures? Oui, c'est dans l'information. Non, mais c'est ça commence. Oui, c'est changer, se dire que avoir tout de suite, ça coûte très cher énergétiquement et économiquement, et donc on peut peut-être faire ne pas avoir de voiture, ce qui est mon cas. Moi, j'ai pas 280 000 km, j'ai plus de voiture. Donc je suis obligé de vivre avec les voitures des autres, avec les transports en commun, avec des vélos, avec des... on change, on ne fait pas tout de suite comme on voulait le faire, mais ça marche aussi bien. Et je voudrais revenir sur le recyclage. Ce qui pose problème pour le recyclage, c'est très clairement tous les usages dispersifs. Est-ce qu'il y a des éléments, des matières premières pour lesquelles ça pose un problème essentiel pour la bonne continuation, la bonne suite de notre société en fait? Est-ce que vous avez identifié des éléments pour lesquels c'est vraiment un problème? Le recyclage? Oui, voilà, la possibilité de recycler. En fait. Le fait qu'aujourd'hui on n'arrive pas, parce que c'est dispersif, à le recycler. Aujourd'hui, tu l'as bien montré, on arrive toujours à trouver un peu plus loin, un peu moins, une composition un peu plus faible, mais on arrive à trouver des ressources. Donc le problème ne s'est pas posé, et au contraire, on s'aperçoit que comme il n'y a pas les incitations économiques, le recyclage pour un certain nombre de métaux ne se développe pas. Et là, il faut peut-être parler un petit peu du rôle éventuel du politique qui peut mettre des limites et des taxes. On parle de taxes carbone, on peut mettre des systèmes d'incitation fiscale, d'incitation financière au recyclage.
Le seul problème, c'est que ça va augmenter globalement le coût des matières. Si on veut que le coût de la matière recyclée sera plus élevé que le coût de la matière neuve. Tant qu'on pourra aller chercher un peu plus loin, et pas trop cher dans des pays lointains. Après, une limite de recyclage, c'est la complexité des produits qui sont fabriqués. Je veux dire, si des produits, alors il y a les alliages, d'une part, récupérer des bouts de perlimpinpin dans un alliage, c'est pas simple. Et puis aussi, il y a la complexité du produit intrinsèque, quoi. Donc s'il n'est pas designé au début pour être recyclable, c'est les faire fonctionner, c'est ça, pour être recyclable de manière facile, il ne sera pas recyclé. Ou alors il y aura une perte de qualité énorme. Utiliser des aciers hyper techniques qui sont très, très durs à fabriquer, hein, jusqu'à 70 mégajoules par kilo, pour les recycler en fer à béton, c'est un non-sens total. C'est même pas oui, alors qu'on n'essaye pas de séparer les éléments là, mais on ne peut pas réutiliser l'acier pour la même fonction. Voilà. On va avoir deux dernières questions avant de clore le débat. La première, c'est justement encore une dernière sur le recyclage, une question qui vient du public et qui posait la question justement en particulier pour les techniques de production de notre énergie, donc les panneaux photovoltaïques ou les éoliennes. Est-ce que ces outils-là sont recyclables, notamment les panneaux photovoltaïques? Est-ce qu'ils sont conçus pour ça, justement, parce que c'est des pièces, on va dire, centrales d'une éventuelle transition énergétique? Et éventuellement, est-ce qu'il y a la substitution de certains métaux par d'autres qui peuvent faciliter finalement la production de ces machines? Alors, premier élément, recyclabilité des panneaux photovoltaïques, j'ai pas, t'as peut-être des notions, moi j'avoue que j'entends que c'est recyclable, mais j'ai jamais été creusé le sujet, donc je ne vais pas en parler. Par contre, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que on peut le panneau photovoltaïque, c'est à la base quand même beaucoup de silicium. Et le silicium, ça, c'est pas vraiment un problème. C'est pas vraiment un problème. Même si, aussi paradoxalement que ça puisse paraître, aujourd'hui, on a un problème de ressources en sable. Oui, mais pas lié du tout au PV. Non, je ne vais pas lier au PV, mais je faisais juste une petite incursion sur le sujet du sable, parce que le sable, on pourrait dire il y en a partout, mais aujourd'hui, pour avoir du sable pour faire du BTP, on a des problèmes. Mais du silicium, on en a. Par contre, quand on va commencer à mettre des métaux comme l'indium, on va essayer de doper un peu et avoir des produits qui seront plus performants, on risque de se mettre dans des impasses, parce qu'effectivement, c'est des métaux dont il y a relativement peu de quantité. Et puis une chose que tu n'as pas signalée, mais qui est quand même important à signaler, c'est qu'il y a certains métaux qui sont des dérivés d'autres métaux. Autrement dit, il y en a certains, c'est des sous-produits de la métallurgie. Aluminium, gallium et indium, c'est des sous-produits de la même métallurgie. Donc ça veut dire que si on va produire 2 fois plus de l'un, il va falloir produire 2 fois plus d'aluminium. Ça commence à devenir compliqué. Donc effectivement, c'est la notion de complexité technologique. Si on va des choses hyper performantes, oui, on va trouver des choses hyper performantes, mais dans lesquelles on va mettre de l'indium, dans lesquelles on va mettre des métaux comme ça, et à ce moment-là, ça va devenir compliqué parce qu'on risque d'assez vite arriver à des limites en quantité de stock. Si on reste sur des technologies peut-être un peu plus rustiques à base de silicium, là, on n'aura pas de problème de ressources. Ouais, la substitution d'un métal par un autre, par exemple, c'est pas simple, hein, parce qu'en général, on utilise déjà les métaux qui sont les plus adaptés. On peut substituer, par exemple, du cuivre par de l'aluminium dans certaines applications. C'est le cas dans les lignes haute tension aériennes, par exemple, c'est pas du cuivre, c'est pas possible dans les lignes offshore, où là, il faut garder du cuivre. On a essayé de le faire aussi dans les circuits de distribution, dans les maisons, après-guerre, au Canada. Donc c'était des fils en aluminium plus épais, les maisons brûlaient, donc on a arrêté de faire ça. Si on pouvait substituer de l'aluminium, enfin du cuivre par de l'aluminium de manière simple, on l'aurait fait depuis longtemps, puisque l'aluminium coûte beaucoup moins cher que le cuivre. Donc si on ne le fait pas, c'est qu'il y a bien une raison.
Après, par contre, ce qui est possible, au-delà de la substitution élément par élément, à laquelle je ne crois pas tout à fait, c'est de faire de la substitution de fonction. C'est-à-dire substituer un moteur électrique qui va contenir des éléments permanents, machin, des bidules, par une manivelle, pour remonter et baisser sa voiture, la vitre de sa voiture. Ça marche pas mal. Il y a d'autres exemples qui sont possibles. Et je laisse la dernière question à Léa. Voilà, donc c'est une dernière question qui est peut-être un petit peu en décalage par rapport aux précédentes. Donc on le voit bien, le nœud est toujours serré entre les besoins du développement, les ressources d'autre part. Et moi je trouve que les ressources minérales, c'est un exemple formidable. Donc aujourd'hui on parle beaucoup d'intelligence collective, intéressante à mobiliser dans le cadre des questions environnementales et notamment dans le cadre des questions touchant aux transitions des territoires. Donc intelligence collective comme une démarche réflexive, capacité cognitive qui résulte d'interactions multiples entre des acteurs différents, une démarche qui part du principe que la production du groupe est supérieure à la somme de ses talents individuels. Donc qu'en pensez-vous? L'avez-vous testé? Et d'après vous, que peut-on en attendre dans le cadre de la transition des territoires? Et au-delà de l'intention très louable de faire participer tous les acteurs à la réflexion, que ce soit les associations, les citoyens, les politiques, les experts, est-ce qu'on a aujourd'hui suffisamment de recul pour savoir si ça constitue un outil efficace? Et si oui, comment la développer? Alors, pour moi, c'est une question qui s'adresse d'une part aux chercheurs que vous êtes, les Vidal. Est-ce que vous participez, vous, en tant qu'expert des ressources minérales, à ce type de démarche? Ainsi qu'à vous, donc Benoît de Guibon, puisque sur le site de la PESA, en fait, se trouve affichée la volonté de développer des méthodologies d'accompagnement, de fédérer les acteurs du territoire en vue de la création de valeurs environnementales, sociétales et économiques. Et donc, quels éventuels retours d'expérience avez-vous? C'était une question longue. Plusieurs choses. Est-ce que la somme des intelligences, est-ce que l'intelligence du groupe est supérieure à la somme des intelligences? Moi, j'en suis pas du tout persuadé, personnellement, mais ça, c'est un peu discuté. Il faut discuter, bien sûr, il faut participer, il faut réfléchir aux questions. Alors même s'il n'y a pas de délivrable à la fin, et même si on n'arrive pas à une solution évidente, ça permet quand même à tout le monde de réfléchir et à partager de l'information. Donc ça, c'est évident que la discussion, et on aime bien faire ça en plus en France, donc ça tombe bien, ça ne nécessite pas forcément une prise de décision, je le répète. La discussion en elle-même est importante, et partie de l'information. Moi, en tant que chercheur, ces affaires-là, c'est aussi produire de la connaissance et produire de l'information, et que j'essaye de disséminer à différents niveaux. Puisque la question c'était aussi une contribution dans ces affaires-là, et le niveau auquel j'ai le plus de facilité à distribuer, c'est dans les ministères, notamment où on est interrogé, soit en tant qu'expert, soit dans des discussions avec des collègues qui travaillent là-bas. Et c'est une manière aussi de contribuer à ça. Mais je ne fais pas de prosélytisme au niveau individuel, je dirais. Je ne peux pas aller voir mes collègues en disant achète plutôt une vieille voiture, beaucoup de kilomètres, ou plutôt qui va consommer beaucoup mais qui est déjà faite, ou alors va vers un véhicule nouveau, etc. Pour ça, je donne raison que je me méfie très fort, et ça c'est ce que ma recherche tous les jours, c'est qu'il faut se méfier vraiment des solutions simples qui semblent évidentes je ne crois pas qu'il y ait de solution simple et c'est très difficile de comprendre exactement toutes les implications d'une décision. Si on prend le cas des accords de Paris, diminution de quantité de CO2, c'est l'objectif. L'objectif, c'est on diminue nos émissions de CO2. Mais ça ne veut pas dire qu'on va être très vertueux dans d'autres aspects environnementaux. Donc si l'objectif, c'est je diminue mes émissions de CO2, ok, très bien, on met les moyens. Mais ça va avoir des conséquences. Et ça va avoir des conséquences environnementales autres qu'on n'avait pas forcément anticipées. Donc il faut être très vigilant sur ces affaires-là. Ce qui est important, par contre, c'est effectivement, à un moment donné ou à un autre, de définir un objectif
et de s'y fixer. Et puis après, on met tout ça en musique. Alors effectivement, depuis quelques années, au sein de la PESA, moi j'utilise énormément des démarches d'intelligence collective. Il y a un mot que j'utilise beaucoup, c'est l'appropriation. Le problème d'un certain nombre d'actions, c'est que si on les décide tout seul, ben, tout le reste, tous les gens ne sont pas appropriés. Et je vais prendre des exemples très pratiques. On a fait ça pour des territoires à énergie positive, dont tout le monde connaît, et pour une collectivité qui voulait développer une stratégie territoire à énergie positive. On aurait pu agir comme un bureau d'études classique en disant ok, on va faire l'étude, on va regarder un peu tous les chiffres et puis on va vous faire un beau papier en disant il faut que vous fassiez ça, ça et ça. Non, on a choisi une méthode différente, on a mis 50 personnes, alors des élus, des industriels, des énergéticiens, des riverains, et on leur a posé la question de dire qu'est-ce que c'est que la transition énergétique pour vous, avec des méthodes type Café du Monde, on les a amenés à finalement nous dire ce qu'on aurait pu leur dire. Parce qu'effectivement, ils ont dit eux-mêmes et on a retranscrit, et c'est beaucoup plus fort dans ce genre de démarche. Alors, c'est pas du tout la même approche que ce que fait Olivier. Et moi, j'y crois de plus en plus. Alors, il y a des chercheurs, si vous allez sur le site de Natural Step, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, Natural Step, c'est des chercheurs essentiellement scandinaves qui ont réfléchi en disant qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette espèce d'entonnoir dans lequel on est enfermé en disant oui, il y a les ressources qui diminuent, le coût de l'énergie, le changement climatique, il y a tout un tas de trucs qui nous tombent dessus et c'est de plus en plus compliqué. Et leur méthode, c'est de dire il faut effectivement travailler avec les gens pour essayer de se donner une vision, sortir du cadre et se dire dans 10 ans, dans 15 ans, qu'est-ce que l'on pourra faire. Et je peux vous témoigner, parce que je l'ai fait avec des entreprises, je l'ai fait avec une coopérative, c'est extrêmement riche de dire aux gens, on sort un peu de votre quotidien, de ce que je vais faire l'année prochaine dans notre programme, mais c'est, ok, en 2030, qu'est-ce que c'est que la ferme du futur? Je fais ça avec une coopérative, qu'est-ce que c'est que la ferme du futur? Et ça force les gens à se dire, oui, la ferme du futur, en 2030, on n'aura peut-être plus de phytosanitaire. Alors, à partir de là, on se définit un cadre, et à partir de là, on a une réflexion qui permet de dire, oui, on va essayer d'orienter toutes les actions, et tout le monde se mobilise autour de ça. Donc moi, j'y crois beaucoup, c'est pas forcément évident, il faut que tout le monde joue le jeu, mais l'expérience m'a montré que même des cas où je me suis dit, oulala, je vais avec des gens qui sont rationnels, qui veulent des business plans bien clairs, les sortir du cadre, les faire réfléchir, et on a besoin un peu de rêver, de rêver du futur, de penser, et quelque part, quand on met 10-15 personnes ensemble, certes, on peut avoir, nous, en tant qu'animateurs, aider à faire formaliser les gens, mais on voit les gens sortir les idées principales, et sortir les idées principales et s'approprier quelque chose qui seront beaucoup plus fort après, puisque c'est eux qui l'auront construit plutôt que de faire construire. Donc c'est la logique qu'on développe et que j'utilise énormément. Mais on est dans la même logique puisque j'ai libéré l'entreprise depuis 3 ans et c'est les salariés qui font l'histoire de la PESA, ce qui est beaucoup plus reposant pour moi en tant que directeur. Merci beaucoup à tous les deux, encore une fois, pour merci à vous. votre intervention.